Merci beaucoup. En fait, même le nom de l'ONG que je préside nous interroge aujourd'hui par le côté urbain, parce qu'en réalité, un sous-titre, c'est une association d'accompagnement de la décision publique territoriale. Et j'insiste sur cette question parce que la notion de citoyenneté urbaine, elle est assez excluante en tant que titre. C'est en fait de la citoyenneté territoriale qui inclut les territoires ruraux, qui inclut dans le cas de l'Amérique latine ces sous-territoires ou territoires dévalorisés qui sont entre deux. Et donc, du coup, c'est une réflexion des fonds. Alors, on est une ONG et chacun de nous travaille dans des organismes divers et variés. Moi, je suis chargée des prospectives territoriales à l'agence d'urbanisme de la métropole lyonnaise, de la métropolitaine lyonnaise. D'autres sont dans d'autres collectivités en Amérique latine. On a envoyé 250 jeunes français latino-américains de toutes les écoles d'architecture de Lyon, Saint-Étienne, l'ONS, École centrale, INSA, TPE et d'autres à l'échelle nationale. Et notre rôle principal, et je reviens sur ces questions, c'est on a deux axes. La formation à l'action des élus, des techniciens, des habitants qui résident ou qui sont des externes, c'est-à-dire c'est un axe assez important. L'accompagnement de toutes nos actions, quelle que soit n'importe quelle nature dans le droit commun, c'est-à-dire que même les événements éphémères, l'espace public sont un objectif, leur objectif principal de ce que nous développons, parce qu'on développe des concours d'idées, des performances divers et variées, et rentre dans le droit commun, que ce soit un outil de transformation de la planification et du droit, et que ça rentre dans des dispositifs réels. Et c'est la question après de la médiation des savoirs. Donc notre rôle est de médiateur des savoirs. Alors j'explique pourquoi. Parce que le titre sur la notion, c'est de cette rencontre, de ces volets où nous y sommes, c'est la notion d'égalisation des connaissances. Il y a la question des espaces publics et la question de la citoyenneté. En Amérique latine, on est confronté au fait qu'il y a beaucoup de citoyens qui ne sont pas des citoyens. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'habitants qui ne sont pas des citoyens, ça veut dire qu'ils n'ont pas accès aux droits. Et donc cette question de la citoyenneté est beaucoup plus forte qu'en France. Et après, ça renvoie à la question de qu'est-ce qu'un espace public et de la surobsession du travail sur l'espace public. En fait, nous ne travaillons pas exclusivement sur l'espace public, nous travaillons dans les espaces privés, un accompagnement des formations action à la maison, dans des communautés, dans des collectivités, dans des espaces parfois extrêmement légaux. En Amérique latine, chaque quartier a un représentant communautaire depuis que j'ai mémoire, et ça fait déjà longtemps. Depuis les années 60, 50, la notion de représentation communautaire existe. Et cette question du travail communautaire qui se passe dans des lieux non espaces publics sont aussi forts et parfois plus importants parce que la diffusion des connaissances ne se fait pas exclusivement sur l'espace public et sur le surinvestissement de l'espace public. Après, une question de fond, c'est qui égalise la connaissance, qui transfère la connaissance, parce que là on est en train de parler de la capacité de la notion, est-ce qu'on devient expert de la participation citoyenne? Nous, on est considérés des experts de la participation citoyenne et on a peur de devenir experts de la participation citoyenne parce que ça nous renvoie à l'uniformisation des méthodes qui existent, à l'uniformisation que tout se passe sur l'espace public et que toute expression de participation citoyenne se passe là. Et en réalité, cet espace public est parfois très excluant de la participation citoyenne, malgré les choses qu'on peut imaginer. Il y a une question de fond que je voulais dire, c'est lorsqu'on se conçoit, nous, en tant que médiateurs de ces savoirs, c'est parce qu'en réalité, notre rôle, c'est d'égaliser les connaissances et les savoirs entre les élus, les techniciens, les habitants, quel que soit leur niveau de formation, quel que soit leur niveau de capacitation, des capacités. Notre rôle principal, c'est que l'on travaille sur un plan de mobilité ou sur un concours d'art réflexif
ou sur un concours des projets de récupération de l'habitat précaire, ou sur un plan d'habitat précaire, ou sur un schéma majeur de dialogue métropolitain, comme on fait au Guatemala, ou sur des axes d'innovation territoriale, ou sur des laboratoires d'innovation, notre rôle principal, c'est la capacitation, au sens de rendre capable l'habitant de base, qu'il soit habitant ou traversant, celui qui passe, et l'élu et le technicien, à avoir le même niveau de dialogue. Donc ça renvoie à un engagement et à un compromis qui va au-delà de la méthode, qui va au-delà de l'intervention sur un espace public. Donc tout espace public, lorsque nous intervenons sur lui, n'est qu'un vecteur de transmission des connaissances. Il n'est qu'un vecteur d'une sorte d'école à l'air libre lorsqu'on y travaille dans l'espace public, mais on y travaille d'autres façons, qui rend capable qu'un dialogue soit équilibré et qu'un dialogue non seulement soit équilibré en voyant une formation à la simplification de l'action ou à la simplification des mots, mais aussi au contraire, rendre capable que tout habitant puisse obtenir le langage qui est un langage codé, qui est un langage extrêmement feutré, extrêmement passe-partout, et qui puisse permettre d'avoir la capacité de ces réflexions. Donc, ça interroge quand même la question de la participation citoyenne et de ces citoyennetés. Parce que qu'est-ce qui nous habilite, nous, associations, à être médiateurs de connaissances? Ce qui nous habilite, c'est que nous sommes en assistance à maîtrise d'ouvrage. Et en assistance à maîtrise d'ouvrage, on est dans la capacité de rendre intelligent le dialogue et en équilibrant et en égalisant, entre guillemets, les savoirs pratiques, les savoirs techniques, les savoirs d'innovation. On fait énormément de benchmarking pour les citoyens pour savoir comment on fait ailleurs dans le monde sur une problématique pareille ou similaire, sans préconiser des actions précises. Alors, qui transfère la connaissance? Moi, je pense que des questions de fond se posent ici en Europe et en France sur cette célébrissime participation citoyenne à la française. C'est, in fine, qui transfère la connaissance et laquelle et comment on la communique. Et qu'est-ce qu'il y a derrière cette connaissance? Qui légalise et pourquoi on légalise? Et en fait, est-ce qu'on légalise cette connaissance? L'équilibre des mots. Ces mots utilisés, l'universalisation des mots est très importante. Et pour quel type de dialogue et pour quel équilibre territorial? Et aussi la question, c'est le rôle de celui qui égalise. Nous nous sommes posé énormément de questions. Et en expertise aujourd'hui, on expertise un dispositif qui s'appelle Tout Bogota en Colombie, où on préconise un atelier participatif où on sent qu'en fait la participation elle est au forcing. Donc on tente d'amener, de convaincre des habitants à participer, et cette participation naît d'une animation. Il y a une catégorie socio-professionnelle élevée avec des intérêts altruistes. Néanmoins, c'est un forcing. Donc, s'interroge aussi cette participation et je dirais la légitimité de notre rôle au sein de ces questions-là. J'insisterai sur un dernier point, sur la question de l'espace public en soi. Cette question de l'espace public, donc j'étais interviewée, m'interrogeait énormément. Nous avons conduit des expérimentations de rénovation des axes, on les a embellis à l'européenne, les lieux étaient tellement célèbres qu'actuellement vice-président du Salvador, et qui a vendu cette innovation comme une innovation territoriale que tout le monde copie. Et on a utilisé tous les systèmes dont je vous parle, capacitation, médiation, capacitation des techniciens, des élus et des habitants. Néanmoins, aujourd'hui, cet axe, étant donné qu'ils n'ont pas été, ils n'ont pas gardé les lieux des projets très forts, que la transformation de cet axe devienne un élément majeur de transformation de la ville et d'équilibre social de la ville, c'est un axe qui est devenu excluant, qui est devenu ségrégé, dont la plus-value urbaine a augmenté, dont la valeur du mètre carré informel a augmenté. Je rappelle qu'en Amérique latine, lorsqu'on met et on anime un axe,
la valeur augmente, et pas qu'en valeur foncière, mais c'est aussi la valeur du mètre carré. Les vendeurs de rue ou toute l'activité informelle sur cet axe, même minime, fait aujourd'hui que cet embellissement de l'espace public a fait qu'on peut louer un mètre carré à 4 000 $ pour de l'activité informelle et qu'il y a une négociation assez particulière sur ces questions-là. Donc ça renvoie aussi à une responsabilité. La citoyenneté, l'expression sur l'espace public, l'amélioration des espaces publics a un contenu qui n'est pas neutre. Et les conséquences ne sont pas neutres. Et il faut être extrêmement attentif de ce que nous produisons. Là, je dirais, j'ai regardé avec beaucoup d'attention l'expérience en Afrique. Si je faisais, comme en Amérique latine, des enquêtes a posteriori sur l'augmentation du mètre carré des petites shops qui s'installent, des petites choses qui se font dans la mouvance, vous verrez que la valeur économique d'un espace public qui est l'objet d'un beau projet, d'une belle démarche, du point de vue de l'urbanisme, n'est pas aussi neutre d'impact. Je resterai pour le moment là. Merci Sylvia. D'autant que c'est vrai que cette question d'égalisation des connaissances, c'est un terme que nous avons retenu avec Atelier Capacité depuis le début de notre démarche, la démarche qu'évoquait Christelle tout à l'heure, et c'est vrai que c'est ce qui nous a animés pendant un an, avec cette difficulté, encore aujourd'hui même, de pouvoir dire que c'est pas une parole de sachant face à quelqu'un qui ne comprendrait rien, mais qu'on est bien sûr de l'échange et qu'on vient alimenter ces échanges-là en fonction des expériences et du vécu de chacun. Et nous, c'est vraiment de cette manière-là, d'ailleurs, que le forum est aussi organisé. C'est pas du tout une notion d'expert et de profane, mais c'est vraiment de pouvoir mettre sur la table les ressentis, les expériences de chacun. Et pour rebondir sur cette question aussi de citoyenneté urbaine qui serait excluante et plutôt territoriale, j'imagine que c'était aussi pour faire référence aux territoires ruraux. Aussi, c'est qu'à un moment donné, voilà, nous, sur la notion d'urbain, c'était pas sur de l'exclusion quand on l'emploie, mais c'est vraiment finalement des pratiques de vie. Alors, qui même, je parle sur la France, mais même en rural, en France, pas nécessairement que de sur les espaces ruraux. Je pense que lorsqu'on est confronté à travailler dans des quartiers précaires en Amérique latine, même s'ils sont dans les interstices urbains, ce n'est pas des territoires urbains dans le sens de l'urbanité. Et je pense que c'est la notion de citoyenneté territoriale qui me semble qui devrait prévoir par rapport à la question de citoyenneté urbaine. Alors, on va prendre deux réactions. Alors, monsieur, tout à l'heure, j'ai déjà fait le coup. Bonjour, merci. Donc, je suis Antonio Silveira du CIEDEL à Lyon, donc qui est le Centre international d'études pour le développement local. Donc, je vais faire le lien entre le local un petit peu et l'international. C'est vrai que du coup, les uns et les autres, enfin les deux premiers intervenants, vous avez parlé à la fois du renforcement des capacités des acteurs de territoire. Le premier intervenant a parlé d'ingénierie de la participation. Et Sylvia, vous avez parlé des questions de comment les acteurs vont pouvoir s'entendre, se comprendre, travailler ensemble. Moi, j'appelle ça une pédagogie, comment développer une pédagogie de l'action. Et il y a des choses qui existent depuis longtemps, des acteurs essayent de développer des actions, développer des projets, mais il y a toujours une difficulté de voir comment on fait société ensemble, de voir comment cette dimension de citoyenneté et territoire, elle a du lien. Et juste une petite expérience qu'on est en train de monter au CIEDEL. On a un partenariat international avec 9 pays, le Pérou, Madagascar, Togo, Mali, etc., le Maroc, la France et l'Italie, je crois que je l'ai dit. Et il y a une question commune qui s'est posée, c'est-à-dire comment former les différents acteurs à ces questions de société et comment faire société, comment monter un projet de société. Et on a monté un référentiel de compétences qui va se mettre en place dans chaque pays. Et on va également dans chaque pays développer des expérimentations, et je pense qu'il y aurait certainement des liens à faire ensemble, parce que je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est de mettre, alors le terme de formation est peut-être un peu fort, mais en tout cas de mettre autour de la même table des habitants, des élus, des techniciens, enfin différents acteurs, des jeunes, des moins jeunes, des professionnels, des jeunes en formation initiale et autres, qui à un moment donné vont réfléchir ensemble et voir comment ils vont co-construire un projet de société. Et je crois que c'est là aussi le sens un peu de nos actions,
on doit collectivement agir pour vivre ensemble sur un territoire. Et cette dimension, comme vous l'avez dit, Sylvia, citoyenneté et territoire, je pense qu'elle est importante aujourd'hui. Merci. Monsieur. Oui, donc Pierre Gonzalez, association Abiabo, nous sommes un collectif d'artistes qui travaillons sur justement les territoires, et on se pose la question d'écriture des territoires, ou être écrit d'une certaine manière par les territoires, donc c'est des notions effectivement qui posent pas mal de questions. Nous on se l'interroge du côté de la poétique. Bref, je voulais faire une petite remarque. Effectivement, cette notion de construction des territoires, effectivement, elle dépasse l'urbanité. Il y a les épicentres, il y a les limites, il y a les espaces liminaires, il y a beaucoup de choses, effectivement, tout à fait d'accord. Vous avez aussi évoqué la notion de maîtrise d'œuvre, et c'est l'objet de mon intervention, pointer ce que peut défendre le collectif des lieux intermédiaires artistiques qui s'appelle Art Factories d'autre part, porté par d'autres acteurs, qui s'appelle donc la maîtrise d'usage. Et cette maîtrise d'usage, effectivement, elle est en travail à l'heure actuelle, et elle est proposée parfois dans des processus, par exemple, de relogement ou d'aménagement des friches artistiques, hein, mais elle peut aller bien plus loin, et elle pose beaucoup de questions. Voilà. C'est tout. Peut-être un commentaire, parce que bien que c'est un commentaire, mais c'est un commentaire majeur pour moi. La question de l'urbain, pourquoi je réinsiste sur ça? Parce qu'en fait, en Amérique latine, il y a une tendance, mais c'est en même temps la même tendance en Europe, de dire ce que nous n'avons pas pu contrôler, essayons de les valoriser. On n'a pas pu contrôler la croissance urbaine. Et on n'a pas pu contrôler les déséquilibres urbain-rural, même si aujourd'hui on me dit qu'il ne faut pas opposer l'urbain et le rural, c'est pas ça. En réalité, en Amérique latine aujourd'hui, les grandes banques disent les grandes métropoles, c'est là où va se passer le développement et le progrès. En réalité, non. En réalité, non. Et en réalité, derrière tout ça, il y a une tendance assez forte de faire un marketing territorial, de favoriser beaucoup ces actions publiques intéressantes, des grandes innovations, mais qui sont tellement atomisées et tellement éphémères et tellement dépendantes des subventions, et même des crowdfunding qui vont fonctionner, et que peu à peu, la collectivité locale est en train de se désengager de son rôle principal. Son rôle principal, c'est les biens communs. Ce n'est pas de construire des communs et de laisser que les citoyens construisent que de leur côté les communs. Alors, j'ai une position extrêmement, je dirais, plus française que les Français. J'ai une estime et une autre estime du rôle des communes et de la rôle de l'action publique. Et je pense que le rôle de l'action publique, elle est fondamentale. Il ne peut pas avoir un désengagement et une tendance à la privatisation de la citoyenneté. Aujourd'hui, on tend à dire que le citoyen est tellement bon, il s'organise, il fait tellement de choses sympathiques, et il construit, et il fait de l'agriculture urbaine, etc., etc. Laissons-le faire, parce qu'accompagnons-le, mais après, ça débrouille. En fait, c'est une tendance libérale, assez forte, que je pense que, c'est pour ça que j'insiste beaucoup, notre action, et ça se passe dans des actions aussi, on accompagne des ONG, on accompagne divers acteurs, mais on accompagne essentiellement l'action publique pour lui montrer et insister que son rôle principal, c'est quand même assurer l'égalité des chances et l'égalité des territoires et l'équité territoriale. Et cette équité territoriale passe aussi par une équité des connaissances et une équité et une capacité des élus à comprendre, comme vous savez. Nous avons accompagné beaucoup d'élus en Amérique latine qui ne sont jamais allés dans les quartiers précaires. On a accompagné à travailler avec des gangs, on a travaillé nous dans des quartiers précaires très forts pour se rendre compte, et c'est un des apprentissages forts des jeunes Français qui partent, c'est qu'en réalité ils touchent aux limites du bien-pensant de la citoyenneté active. La citoyenneté active, nous l'appliquons, nous y travaillons. Ce que j'ai dit, je ne vais pas raconter tous les trucs d'innovation que nous faisons avec les jeunes, et on y est dans cette question d'innovation, mais on touche aux limites, et ces limites, c'est l'atomisation des actions, et ces actions ne rentrent pas dans le droit commun, ne s'accompagnent pas la décision. Il restait une dernière très courte intervention, et j'espère, sinon on va être obligé de... J'adhère complètement aux conclusions de Madame.
dans la mesure où je trouvais justement que M. Bocquet avait éliminé un peu rapidement le rôle des élus et la légitimité de l'action publique. J'ai été moi-même élue pendant 2 mandats à Vénissieux. J'étais déléguée à la culture sur des événements où on a essayé. Justement, l'élu est au croisement entre la verticalité d'un appareil technique qui reste à former, je suis d'accord là-dessus, et la transversalité des initiatives. Mais ces événements ou ces lieux à créer ou ces événements citoyens ne trouvent leur légitimité que dans la durée par rapport à une reconnaissance réciproque des élus et de la légitimité donc du politique et de l'action publique politique. Donc Madame l'a bien rappelé en Amérique latine, mais je crois qu'on a besoin aussi de l'entendre, pas s'éparpiller dans des initiatives très libérales, comme vous disiez, qui n'ont pas forcément de pérennité et qui ne servent pas forcément le bien commun. Merci pour cette concision.